4910. Be making contact with the other half here. In the suspicious person. 4423 live, we'll get the mobile station. Group of guys in an old cutlass. 10. On ne pouvait pas être gay. C'était la pire des choses au monde. Ils m'ont dit sans détour, t'es dérangé. T'as une maladie mentale. C'est pas normal. T'es pas une personne normale. Notre enquête sur le terrain a révélé que tu es homosexuel. Que réponds-tu à cette accusation? On nous a interrogés comme des prisonniers de guerre. On nous a conduits à un endroit secret et on nous a interrogés pendant des heures. Mon combat s'est déroulé au sein des Forces armées canadiennes. Je me souviens d'avoir dit « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes au Canada. » On m'a répondu « Nous sommes les Forces armées. Nous pouvons agir comme bon nous semble. » Avant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la période de l'après-guerre, il n'y avait aucun contrôle de sécurité dans la fonction publique fédérale. Et puis, il y a eu la défection de Gouzenko. In your opinion, sir, and in your experience, is sex and such things part of the spying game? Yes, definitely. Le 5 septembre 1945, Igor Gouzenko, un commis à la cryptographie, a fui l'ambassade soviétique en emportant 108 documents qui ont ensuite été livrés à la GRC. Ces documents ont révélé que le NKVD, ancêtre du KGB, avait largement infiltré la fonction publique. C'est cette révélation qui a déclenché le processus d'enquête sur les antécédents des employés du gouvernement. L'affaire Gouzenko a changé à tout jamais la fonction publique. Le Canada était très naïf. On n'aurait jamais pensé qu'un autre pays se donnerait la peine de nous espionner. Puis on a découvert un réseau d'espions communistes dirigé par Fred Rose, un député communiste à la Chambre des communes. Ça a vraiment semé la panique. Le gouvernement a voulu resserrer la vis et, en 1948, a instauré des contrôles de sécurité, ce qui a ouvert la porte à la surveillance. Les autorités occidentales croyaient que le KGB se lancerait à la recherche de personnes qui avaient des choses à cacher. Les faiblesses de caractère peuvent se manifester de diverses façons, comme tromper son partenaire, s'adonner au jeu ou souffrir d'une dépendance. Le Canada a choisi de cibler l'homosexualité comme faiblesse de caractère. C'était leur seul et unique objectif. Les agents de la GRC étaient très à droite, très conservateurs. Et ils avaient une aversion viscérale envers l'homosexualité. Ils y voyaient un signe d'immoralité.
Depuis très longtemps, les sociétés du monde entier ont exercé de la discrimination à l'endroit des minorités sexuelles. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la peur rouge, la menace communiste, la devise « mieux vaut être mort que rouge ». On craignait que des pervers puissent s'infiltrer dans nos forces armées et qu'ils soient vulnérables au chantage de la part des autorités soviétiques et qu'ils trahissent leur pays. Il fallait donc les démasquer et les éradiquer. C'était odieux, mais c'était le prétexte qu'on invoquait pour justifier la purge. À la fin des années 1940, une panique sociale s'était installée à l'égard des communistes et des homosexuels. Ce sentiment avait été alimenté par la chasse aux sorcières médiatisée du sénateur américain McCarthy contre les communistes et les homosexuels que l'on considérait comme indissociables. On commençait à nous percevoir comme une menace à la sécurité et à la société, car on ne savait jamais qui était homosexuel. Ralph showed him some pornographic pictures. Jimmy knew he shouldn't be interested, but, well, he was curious. What Jimmy didn't know was that Ralph was sick, a sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual, a person who demands an intimate relationship with members of their own sex. C'est à cette époque que la campagne de sécurité nationale du Canada s'est intensifiée. Le motif apparent du point de vue du gouvernement était que nous souffrions d'une faiblesse de caractère et, par conséquent, nous représentions une menace pour la sécurité nationale. Donc, nous ne devions pas travailler. Nous n'étions pas dignes de confiance, nous n'étions pas des employés fiables et devions être éliminés de la fonction publique. À l'époque, la GRC payait ses informateurs. Un de mes amis qui travaillait à la GRC m'a dit qu'il fallait un chariot élévateur pour soulever mon dossier. C'est en quelque sorte ce qu'on voit dans les documents internes de la GRC. Ils expliquent comment les informateurs gays avaient commencé à se taire et refusaient de leur divulguer de l'information. Il n'est pas tout à fait clair s'ils payaient ces informateurs, mais ils les interrogeraient pour savoir s'ils étaient allés récemment dans des fêtes gays, si des fonctionnaires étaient présents et qui ils étaient. Des agents de la GRC se tenaient à l'extérieur du cinéma Rialto et de l'hôtel Lord Elgin et prenaient des photos des gens qui entraient et sortaient, puis ils les conservaient dans des albums. Quand la purge s'est amorcée en 1958, John Diefenbaker a chapeauté la Déclaration des droits. Il était avocat criminaliste et croyait aux droits de la personne. Il pensait que les choses allaient peut-être trop loin et a demandé qu'on se penche sur cette question. Mais quand on examine les faits, on constate que la GRC était une force en soi, sans compte à rendre à personne. Certains politiciens étaient conscients de ce qui se passait, mais on leur disait « c'est ultra secret, c'est ainsi que nous faisons les choses ». Ensuite, ils ont dit « nous devons déterminer qui est homosexuel ». Ils ont concocté une foule d'indices. Si vous portiez une bague au petit doigt, c'était un assez bon indice. Si vous conduisiez une décapotable blanche, c'était un indice très révélateur. Dans les bars, il fallait s'asseoir à gauche, jamais à droite. Il fallait s'asseoir ou tenir sa cigarette d'une certaine façon. Il fallait avoir l'air viril et éviter tout soupçon d'homosexualité. Il fallait pas s'asseoir les jambes croisées, mais plutôt comme ceci. Il fallait pas parler avec ses mains ni porter ses mains au visage. On avait dit à mon ancienne sergente de ne pas faire de sport avec les autres femmes parce qu'elles seraient étiquetées comme lesbiennes. Apparemment, nous, les lesbiennes, nous sommes très sportives. Une autre chose qu'il faut éviter de faire,
c'est de tenir des livres contre sa poitrine quand on marche. Portez-les à vos côtés, comme un homme. À cette époque-là, on devait faire preuve de prudence et pas avoir l'air efféminé, fifi. Il fallait apprendre à se comporter comme des hétérosexuels, du moins au travail. Les gens devaient adopter de tels comportements s'ils voulaient conserver leur emploi dans les forces armées ou dans la fonction publique. Ils devaient sans cesse créer cette image d'hétérosexuel. Il y avait une politique officielle, puis une politique de facto. Selon la politique de facto, tout homosexuel était congédié. Et il n'y avait aucune marge de manœuvre. La GRC a exagéré et est allée à l'extrême pour démasquer ces gens-là. Dans ce temps-là, la GRC m'a arrêté. Ils m'ont emmené et ils ont dit qu'ils voulaient m'interroger. J'étais brave et je n'avais peur de rien. Ma famille savait que j'étais gay, mon patron aussi. J'étais un coiffeur bien connu et j'étais une drag queen. Est-ce que j'avais peur de la GRC? Non, à moins qu'ils ne m'arrachent les ongles. Je leur ai demandé, « C'est ça que vous voulez voir? » Puis je leur ai remis mes photos de drag queen. Ils m'ont répondu, « Oui, nous avons un dossier sur toi et tu es le gay le plus connu d'Ottawa. » Ils avaient une centaine d'albums de photos d'hommes soupçonnés d'être homosexuels et ils voulaient que je leur donne des noms. Ils croyaient que les hommes gays pouvaient être victimes de chantage de la part des Russes. J'ai refusé d'acquiescer à leur demande et ils m'ont dit que j'étais un traître à notre pays. J'ai répondu, je préfère être un traître à ma patrie plutôt qu'un traître à mes amis. Je n'ai jamais divulgué un seul nom et je les ai envoyés promener royalement. La GRC entrait dans un lieu de travail et disait « Toi, toi et toi, levez-vous et suivez-nous. » Une fois à l'écart, les agents de la GRC leur annonçaient « Si vous ne démissionnez pas, on vous dénoncera et vous serez congédiés. » Les dossiers de ces personnes indiquent qu'ils ont démissionné, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un congédiement déguisé. Ça représente une toute autre cohorte de personnes qui ont été forcées de quitter leur emploi par suite de chantage de la part de la police. Un jour, j'étais au travail. J'ai reçu un appel du commissionnaire qui était en bas au rez-de-chaussée. Il me disait que 2 membres de la GRC m'attendaient. J'avais un très mauvais pressentiment. Je savais qu'il se passait quelque chose. Alors, je suis descendu. Ma superviseure m'a dit, « T'as un rendez-vous jeudi prochain à 11 heures. Une personne de l'unité des enquêtes spéciales aimerait te rencontrer. » Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucun détail et qu'il ne fallait pas poser de questions. Il fallait simplement obéir et suivre les règles. Comme je suis du genre à se conformer aux règles la plupart du temps, je suis allé au quartier général le jeudi matin. Ils m'ont dit, « Tu as beaucoup d'amis. Tu pourrais identifier certains d'entre eux comme les homosexuels. » Je leur ai demandé pourquoi ils faisaient ça. Ils ont répondu, « On veut s'assurer qu'on ne te fasse pas chanter. » J'ai dit, « Pourquoi on me ferait chanter? Je suis un simple commis. » Il m'a conduit à une petite pièce et a déverrouillé la porte. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était à peine plus grand qu'un local d'entretien ménager, mais assez grand pour y installer une petite table. Il y avait une ampoule nue qui pendait au-dessus de la table. J'ai dû m'empêcher d'éclater de rire. Je ne pouvais pas croire qu'on allait s'asseoir dans cette petite pièce sans fenêtre, sans aération. Puis ils m'ont dit, « On veut simplement que tu regardes des photos. » Il y avait 2 ou 3 albums de photos. Quand ils ont ouvert le premier, je me suis vu dans une photo avec un groupe d'amis, debout devant une voiture. Je crois que c'est intentionnel de leur part, puisque je ne pouvais pas nier les connaître. J'étais là, dans la photo. D'entrée de jeu, sans aucune explication, il a déclaré
Notre enquête sur le terrain a révélé que tu es homosexuel. Que réponds-tu à cette accusation? J'ai été très surpris des détails qu'il voulait obtenir, notamment au sujet de ma vie personnelle et des amis que je fréquentais. Il voulait le nom de personnes, surtout au sein de la fonction publique et en particulier à la Défense nationale. Il voulait aussi des détails sur ma vie sexuelle. Quand je suis parti, je tremblais. Je me suis demandé pourquoi moi. Depuis cette époque, j'ai pu réfléchir et constater que la sécurité exige qu'on soit digne de confiance et fiable. Mais la fiabilité et la dignité vont de pair. Or, on m'a privé de ma dignité. Il fallait simplement obéir et suivre les règles. C'est un moyen de nous faire sentir indignes, comme si on n'était pas des êtres humains à part entière. Ce sentiment est resté. J'éprouve encore de la difficulté. Mais ça va. Cette purge a pris une ampleur démesurée et est devenue une véritable industrie artisanale pour la GRC. Je crois comprendre qu'un étage complet à la direction générale de la GRC était consacré à l'unité des enquêtes spéciales qui faisait des vérifications de sécurité et enquêtait sur les fonctionnaires. Semble-t-il que jusqu'à 90% du travail de cette unité consistait à trouver des personnes LGBT. Plusieurs emplois à la GRC dépendaient de cette purge. Si on y avait mis fin, ces personnes auraient été sans travail. Ils avaient un programme en particulier qui visait à déceler les endroits où les homosexuels se réunissaient, à Ottawa. Et ils ont décidé d'utiliser une carte. Ils y collaient des points rouges pour répertorier ces endroits. Ils collaient un point rouge ici et un autre là, et rapidement, la carte entière était rouge. Ils ont dû obtenir une plus grande carte, puis celle-ci était aussi recouverte de points rouges. Ils ont tenté de justifier la production d'une nouvelle carte aérienne beaucoup plus grande de la ville d'Ottawa, mais le gouvernement a décidé de ne pas financer ce projet. La Défense nationale a refusé. Le ministère ne voulait pas s'aventurer sur ce terrain. À cette époque-là, la taverne au sous-sol de l'hôtel Lord Elgin était un des lieux de rencontre privilégiés des homosexuels. Les fonctionnaires et non-fonctionnaires fréquentaient cette taverne. Quelques clients gays ont remarqué qu'à l'occasion, un homme entrait et s'assoyait au bar, le visage dissimulé derrière un journal, ce qui était très étrange. Il n'établissait aucun contact visuel avec les clients de la taverne. Ces gens se sont rendus compte qu'il y avait des trous dans le journal et que cette personne photographiait tous les clients. Même aller dans un bar était angoissant. Ma copine et moi allions dans les bars à Montréal, mais pas en Ontario. On allait dans un bar illégal à Montréal. Si jamais il y avait eu un incendie, on serait toutes mortes. Il n'y avait qu'une sortie. C'était à l'époque où on sonnait à la porte, puis quelqu'un ouvrait le Judas pour voir qui était là. On nous regardait avant de nous laisser entrer. Le bar était dans un sous-sol, mais on était entre nous. J'avais peu confiance en moi. C'était difficile pour les homosexuels de se faire des amis dans les années 1950. À cette époque-là, quand on marchait en groupe de 3 ou 4, on regardait derrière. On était craintifs. Il fallait apprendre comment se comporter et être prêt à s'esquiver. Quand on marchait dans la rue, on prenait le parcours le plus sûr.
Être homosexuel dans les années 1950 était terrible. Un de mes amis, qui travaillait à la Commission des libérations conditionnelles, refusait de sortir en public par crainte d'être vu et d'être photographié. Tous les homosexuels qui occupaient des postes importants au gouvernement avaient une peur bleue de socialiser. Ils n'allaient que dans les fêtes privées. C'est seulement des années plus tard que j'ai réalisé les dommages que ça avait causés. Je ressentais souvent de la paranoïa. Quand on sortait dans ce bar gay de London, on regardait toujours autour de nous. La peur nous envahissait. On vivait constamment dans la crainte. Ils tentaient de trouver des moyens plus efficaces de déceler les gays, et c'est alors qu'ils ont découvert la Fruit Machine. Je me souviens d'une femme qui m'expliquait qu'il pouvait savoir si vous étiez gay. Elle m'avait dit, ils ont un appareil qui évalue la dilatation des pupilles, et quand vous regardez la photo d'un homme nu et que vos pupilles se dilatent, ça indique un intérêt. J'étais stupéfait par cette révélation. Je suis resté bouche bée. Le gouvernement tentait de trouver une technologie ou une batterie de tests qui permettrait de déterminer scientifiquement et objectivement qui était gay ou lesbienne. Les personnes identifiées comme gays ou lesbiennes se voyaient refuser un emploi ou étaient congédiées. De 1962 jusqu'à 1967-1968, le gouvernement canadien, avec le mandat du Conseil de sécurité et du cabinet, cherchait en fait à mettre au point cette technologie. Bob Wake a conçu les tests. C'était son rôle. Le Dr Wake était professeur de psychologie à l'Université Carleton et l'un des chercheurs recrutés pour réaliser le projet de recherche sur la détection de l'homosexualité. Il est d'abord allé aux États-Unis pendant presque un an pour étudier la technologie de détection, puis à son retour, il a produit le rapport sur le projet spécial. Le gouvernement a décidé de financer ce projet. En gros, le projet consistait à montrer des photos d'hommes nus ou d'hommes à moitié nus pour voir si les pupilles des sujets mâles se dilataient. Le projet comportait une batterie de tests, dont l'évaluation du taux d'anxiété, le test du champ d'attention, le test de sudation, le test d'association de mots, les échelles de masculinité-féminité, mais le test du réflexe pupillaire était au cœur du projet. Ces tests ont été réalisés pendant des années, au moins 3 ou 4 ans. Ce projet n'a jamais vraiment fonctionné. Ils n'ont jamais pu obtenir le nombre de sujets de recherche qu'ils voulaient. La technologie n'était pas assez sophistiquée pour s'adapter aux différentes caractéristiques oculaires des sujets. À l'époque, on croyait qu'en ayant une solution rapide, soit psychologique, psychiatrique ou scientifique, ça faciliterait la campagne. C'était d'un ridicule absolu et si peu scientifique. C'est à se demander pourquoi ils voulaient se fier aux résultats d'un tel test. Pourtant, ils semblaient empressés de le faire. Cet appareil a acquis toute une réputation. Un sergent de la GRC, appelé Vaughn McKenzie, l'a baptisé Fruit Machine. Il avait un sens de l'humour tordu et plutôt particulier. Fruit Machine est donc devenu le nom informel utilisé à l'époque pour désigner cet appareil. Et ce terme, Fruit Machine, perdure des décennies plus tard. Cette Fruit Machine représente pour moi une métaphore de cette époque-là. L'époque de la guerre froide. Mais aussi, en quelque sorte, l'époque de la prélibération des gays.
take this thing on homosexuality. I think the view we take here is that there's no place for the state in the bedrooms of the nation, and I think that what's done in private between adults doesn't concern the criminal code. Je crois que la purge s'est en fait intensifiée après 1969, parce que les dirigeants de ces ministères et de la GRC ont réalisé que leurs jours étaient comptés. Ils savaient qu'il n'était plus légitime de se débarrasser des personnes LGBT et qu'il fallait les expulser le plus rapidement possible. Au début des années 1970, alors que le mouvement féministe prenait son envol, des efforts ont été déployés pour accroître le nombre de femmes dans les forces armées. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé d'être dans l'armée. Je voulais être gardienne de la paix. Je voulais faire comme mon oncle pendant la Seconde Guerre mondiale et mon oncle à la guerre de Corée. Je voulais aider et défendre mon pays. C'était mon objectif. On voulait nous entraîner à devenir des soldats en cas de guerre. J'avais l'impression d'appartenir à un groupe. Et j'ai beaucoup aimé mon expérience. J'irai pas jusqu'à dire que c'était une partie de plaisir, que ça a été facile. Il fallait se lever à 5 heures du matin, faire sa toilette, puis nettoyer la caserne. Le pli de notre pantalon devait être impeccable. Nos bottes devaient être cirées comme un miroir. Quand on voyait la réflexion de nos dents, on savait que le cirage était parfait. Nous avions des entraînements physiques, des exercices de tir et encore des entraînements physiques. L'instruction de base permet de démontrer notre capacité à faire du travail militaire. On doit se soumettre à des épreuves physiques et accepter la critique pour développer notre endurance physique et mentale. J'ai manié un fusil, une mitraillette et un pistolet Browning 9 mm. Sans problème. J'ai remporté le trophée d'habileté au maniement des armes, décerné au meilleur tireur de peloton. C'était super. C'était tout ce dont une fille pouvait rêver. Bien sûr, une fille qui voulait devenir soldate. J'avais l'impression de vivre en famille. Nous étions 52 jeunes femmes, âgées de 17 à 20 ans. Certaines étaient peut-être un peu plus âgées. Au début, on a peur. On ne sait pas à quoi s'attendre. On quitte notre famille pour la première fois et on se retrouve dans un milieu où on se fait hurler des directives. C'était la belle époque. L'entraînement de base, pour moi, c'était de faire la fête. Si la banquette arrière de ma Maverick pouvait parler. J'avais 18 ans quand je suis entrée dans les forces. Je découvrais mon identité. J'avais beaucoup d'amis. C'était génial. Je considérais toutes les femmes de mon peloton comme des sœurs. J'étais heureuse de faire partie de quelque chose d'important, d'être acceptée, de pouvoir être moi-même et de faire du bon travail. Quand je suis allée à Borden, nous étions 4 femmes dans une chambre avec un petit placard. Si vous sentiez déjà que vous aviez une attirance pour les femmes, vous étiez alors dans une situation idéale.
C'était le meilleur moment d'être une femme dans l'armée et d'explorer sa sexualité, mais aussi le pire moment. J'étais plutôt inexpérimentée. Je savais que j'avais aucun intérêt pour les garçons. Je me souviens qu'un ami garçon était venu chez nous, à la maison, et qu'on l'avait accompagné à la gare d'autobus. Quand il est parti, mon père m'a dit, j'étais assise dans l'auto, mon père m'a dit, allez, va le voir. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a répondu, va lui faire la bise. Pour quelle raison? J'ai découvert que j'aimais les femmes. À cet âge-là, on explore et on tente de comprendre sa vie. Je me souviendrai toujours de l'époque où j'étais à Borden. J'écrivais des lettres à une jeune femme dont j'étais amoureuse. Quand notre cœur parle, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était fantastique, mais aussi terrifiant. Je savais que ce n'était pas propice à une carrière militaire et qu'il y avait des politiques dont j'ignorais les détails, mais je savais qu'il fallait cacher notre identité sexuelle. En général, la situation dans la fonction publique était meilleure, sauf dans les premières années. Les tactiques utilisées dans les forces armées étaient plus intenses. Il ne s'agissait pas uniquement d'une purge contre les homosexuels, mais d'un climat de violence. Nous savions qu'il y avait des enquêtes sur la base militaire. On camouflait nos sorties. Quand on allait voir une amie homosexuelle, on stationnait à quelques rues du lieu de rencontre. Puis on poursuivait notre chemin à pied. On voulait s'assurer que personne nous suivait. On avait peur. On cachait notre orientation sexuelle. S'ils découvraient qu'on était homosexuel, on était expulsés. Le germe de la peur avait été semé. Il fallait apprendre à compartimenter sa vie. Entre amis, on agissait d'une façon. Au travail, on agissait d'une autre façon. Car c'était dangereux de s'associer à ces gens-là. Il suffisait d'une simple rumeur à votre sujet pour que l'unité des enquêtes spéciales vous interroge. Ils s'en prenaient au leur. Je n'ai participé à aucune mission, comme en Afghanistan ou la guerre du désert. Mon combat s'est déroulé au sein de l'armée, des Forces armées canadiennes. Les forces armées avaient des mesures disciplinaires datant de la Seconde Guerre mondiale qui visaient à se débarrasser des personnes affichant une sexualité anormale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de personnes ont été expulsées de l'armée canadienne pour cause de personnalités psychopathes avec sexualité anormale. Il existait déjà une campagne militaire visant à interdire les déviances sexuelles, et à ça sont venues s'ajouter ces mesures de sécurité nationale. Les OAFC sont des ordonnances administratives des forces canadiennes. Elles sont compilées dans une vingtaine de livres. C'est énorme. L'article 1920 a été créé sous l'ordre du commandant en chef des forces armées. On le sait maintenant. Cet article avait comme titre « Homosexualité, enquête sur la déviation sexuelle, examen médical et mesures à prendre ». Ça m'a vraiment marqué, parce que j'ai été expulsée des forces. Au fin de cette ordonnance, homosexuel désigne toute personne qui éprouve une appétence sexuelle pour les individus de son propre sexe et déviation sexuelle désigne toute forme de comportement sexuel qui s'oppose aux bonnes mœurs ou constitue une infraction au Code criminel du Canada. Par exemple, voyeurisme, exhibitionnisme, grossière indécence et bestialité. Cette politique mettait l'homosexualité et la bestialité sur un même pied d'égalité. J'étais assise dans la salle de classe, puis quelqu'un a frappé à la porte et m'a dit « La Perle, prends tes affaires ».
Il a ouvert la porte. Il y avait 2 hommes, habillés en civil. Ils m'ont dit « Suis-nous ». Je les ai donc suivis. Ils m'ont bandé les yeux. Monte dans la voiture. Ils ont commencé à conduire. Je leur ai demandé « Pourquoi je suis ici ?» On m'a dit « Ferme-la ». Et c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont emmené dans une cabane et je ne sais toujours pas où elle se trouve. Je savais que la base avait une circonférence de 37 km. Il y avait 2 McDonald's, 2 terrains de golf. On m'a emmené à un endroit que je connaissais pas. Imaginez une pièce où il y a une chaise droite, une table nue et 2 hommes qui vous interrogent sur votre vie sexuelle. Ils voulaient non seulement que j'admette que j'étais lesbienne, ils voulaient des détails. Qui, quoi, où, quand et comment. On me posait les mêmes questions pendant des heures. On m'a d'abord posé des questions générales. Et je leur ai carrément demandé s'ils voulaient savoir si j'étais lesbienne. J'avais peur. J'avais 19 ans et on me posait des questions comme dans le couple, qui sort les poubelles? Qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres tes amis? Est-ce que tu les prends dans tes bras? Est-ce que tu les embrasses? Aimes-tu te faire embrasser par une femme? Aimes-tu te faire toucher par une femme? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois les seins d'une femme? Te masturbes-tu devant un miroir? Utilises-tu un godemichet? J'avais 19 ans et j'étais en train de me découvrir. J'ai répondu, c'est quoi un godemichet? L'enquêteur m'a dit, nous avons entendu dire que vous êtes lesbienne et vous savez que vous n'avez pas le droit d'être dans les forces. J'ai carrément nié cette affirmation. Puis, ils ont voulu s'en prendre à ma sœur cadette. À l'époque, elle suivait son instruction de base. On m'a dit, si tu n'avoues pas, on va interroger ta sœur. Je leur ai répondu, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, mais laissez ma sœur tranquille. Je vous dirais que chaque semaine, il m'emmenait dans cette cabane de la police militaire pour me poser d'autres questions. Les questions étaient toujours à caractère sexuel. Toujours. Au début, j'ai tout nié. Non, non, qu'est-ce que vous racontez là? Je me croyais plus rusée qu'eux. Je leur ai dit, pourquoi vous dites ça? Je suis en couple avec un garçon. J'ai essayé de me défendre pendant un long moment. Je leur disais, je fréquente personne d'autre. Puis ils revenaient à la charge. Le voyez-vous souvent? Comment sont vos relations sexuelles avec lui? Avez-vous eu des rapports sexuels? Ils me posaient des questions sans arrêt. J'avais peur. Ils se sont mis à crier. T'es soupçonnée d'être lesbienne. Donne-nous le nom de toutes tes amies. Tu sors pas d'ici tant que t'auras pas parlé. Je leur ai dit, je suis pas lesbienne. J'ai eu une seule aventure avec une femme, mais je suis pas lesbienne. Ils m'ont dit, si t'es honnête avec nous, tu seras pas renvoyé. J'ai donc été honnête et je leur ai dit que j'étais incertaine. J'avais un petit ami, puis j'ai rencontré une femme. Mais c'était la première fois. J'avais 20 ans et j'étais pas sûre de mon orientation sexuelle. Je leur disais n'importe quoi pour leur faire croire que j'étais pas homosexuelle. Que c'était juste une aventure. Je le ferai plus jamais. J'avais un petit ami et j'étais hétéro. Ils ont cessé de m'interroger et ils ont quitté la pièce. J'étais seule, pas le droit de fumer, j'avais pas d'eau. Je me suis demandé quel crime j'ai commis. Si j'avais tout avoué, l'interrogatoire aurait été terminé en 1 heure ou 2. Mais j'ai décidé de rien leur dire et ça a duré 3 jours. Ils nous détenaient pendant des heures et répétaient les mêmes questions.
Il voulait sans doute obtenir le nom d'autres personnes homosexuelles. Michelle, it's not going to be a pleasant thing, I know for you, okay? There's always been a concern with people in the forces. How many gay people do you know? Why are you concerned about how many people? You know, I'm dedicated, I work hard at my job. I don't get it. J'ai été victime de cette politique militaire de discrimination. Alors que mes pairs accédaient au grade de lieutenant, puis de capitaine, ainsi de suite, j'étais encore sous-lieutenante. On me demandait « Pourquoi tu n'es pas promue? » C'était un moyen détourné de vous dénoncer. Si vous restiez au même grade, ça laissait planer un doute quant à votre orientation sexuelle. C'était tellement humiliant d'être si dévoué et de subir une telle discrimination. By doing what you've done to me does not encourage anybody to come forward. In fact, they've gone in the closet deeper. They know what I've gone through. La dernière question qu'il m'a posée était « Comment fais-tu l'amour à une femme? » J'en avais ras-le-bol et je lui ai dit « Amène-moi ta femme et je te montrerai. » Ça a mis fin à l'interrogatoire. Ils lisaient le courrier des gens, mettaient les lignes téléphoniques sur écoute et faisaient tout ce qu'on peut imaginer d'une unité d'espionnage. Tout ça uniquement pour piéger les gays ou les lesbiennes. Ils voulaient les trouver. Tout ça à cause d'un mythe. Ils croyaient que les homosexuels n'avaient pas leur place dans l'armée parce qu'ils étaient vulnérables au chantage. C'était leur raisonnement. Pourtant, j'ai reçu beaucoup plus d'avances de la part des hommes que de la part des femmes dans l'armée. Les femmes avaient trop peur d'agir ainsi. Ce sont davantage des hommes mariés qui m'ont harcelée. Ils étaient peut-être plus vulnérables au chantage que les lesbiennes et les gays. Il faut comprendre le genre de questions qu'on posait. L'insistance et la répétition. On cassait les gens psychologiquement. On leur posait sans cesse les mêmes questions, des questions dégradantes. On les interrogeait pendant des jours et des jours, sans arrêt. Si aujourd'hui, on traitait une jeune personne de cette façon, si on l'arrêtait, l'enfermait dans une petite pièce et lui faisait subir ce genre de traitement, cela serait considéré comme de la torture. Dans les années 70, on nous donnait souvent des coups comme ça, pendant l'instruction de base ou lors des pratiques de défilé. Comme ça. Et le soir, on pouvait compter tous les bleus qu'on avait sur le corps. Parfois, on nous frappait la jambe avec un mesure-pas si nos pieds n'étaient pas bien alignés. Ça faisait partie de l'entraînement. Cet enquêteur enfonçait son doigt dans ma poitrine pendant 2 heures et demie. Il avait mis une lumière intense devant mon visage, puis on jouait au bon flic, méchant flic. Je sais ce que ça implique, le travail d'un agent de police militaire. J'avais appris ces tactiques-là. Vous pouvez pas me faire ça. La culture militaire fait en sorte qu'on ne peut pas s'exprimer ainsi, même de nos jours. Il existe cette idéologie sous-jacente voulant que les forces armées puissent agir à leur guise pour des raisons de sécurité nationale. Je me souviens d'avoir dit « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes au Canada. » On m'a répondu « Nous sommes les forces armées. Nous pouvons agir comme bon nous semble. » J'avais pas un caractère fort. Je me sentais intimidée et j'osais pas leur demander comment ils l'avaient appris ou s'ils avaient des preuves. Je savais pas comment me défendre et j'avais pas d'avocat à mes côtés. À bien y penser, ils ont pas respecté la loi parce que toute personne peut solliciter de l'aide pour défendre ses droits. Il faut surtout pas oublier que ces personnes étaient très jeunes. Elles n'avaient que 18, 19, 20 ans. Elles étaient loin de leur famille. Quand j'ai senti qu'ils savaient tout, je me suis dit, j'abandonne. Je vais avouer que je suis lesbienne. J'étais prête à accepter les conséquences.
Mais à ce moment-là, j'avais jamais pensé à la gravité des conséquences. J'étais bonne soldate. Je croyais que j'avais rien à craindre. Donc, je leur ai dit la vérité. Mais une fois qu'on a avoué, on ne peut plus désavouer. Ils voulaient des renseignements sur d'autres jeunes femmes que je connaissais et qui étaient lesbiennes. Ils m'ont posé des questions sur chacune d'elles. On m'a dit que j'avais échoué au test de polygraphie. Comme je refusais de divulguer le nom d'autres personnes, on m'a lancé un bloc-notes et un stylo et on m'a dit d'inscrire des noms. J'ai donc écrit des noms, n'importe quel nom qui me venait à l'esprit. Pas nécessairement des personnes sur la base. En gros, ils voulaient le nom d'autres personnes. Quand ils m'ont demandé si j'en connaissais, j'ai dit oui, puis ils m'ont donné une feuille de papier et un stylo. Je leur ai dit, vous m'avez, vous n'aurez personne d'autre. Je ne voulais pas dénoncer d'autres personnes. Je ne voulais pas être responsable. Je voulais pas être responsable de leur sort. Je voulais trahir personne. Pour que je me retrouve dans cette pièce, il a fallu que quelqu'un me dénonce. Ils soupçonnaient déjà que j'étais lesbienne. L'OAFC 1920 leur a donné le droit de tout faire pour nous démasquer et nous renvoyer. Ils savaient tout. Qui on fréquentait, ce qu'on a dit, nos allées et venues. Chaque seconde de notre vie était épiée. On m'a posé 3 questions. Es-tu homosexuel? Es-tu bisexuel? Ou es-tu hétérosexuel? J'ai répondu, ça fait 6 mois que vous, la police militaire et l'unité des enquêtes spéciales, menez une enquête sur moi. Vous savez ce que je suis. Nous étions tous des victimes de cette purge. Ils nous surveillaient, c'était la chasse aux homosexuels. Ils ont commencé à me lire un résumé de mes allées et venues du mois précédent. Ils m'avaient suivi pendant un mois complet. Ils m'ont dit que j'étais lesbienne et qu'il n'y avait pas de place dans l'armée pour des personnes comme moi. Ils m'avaient suivi à Toronto. Ils connaissaient le nom de l'hôtel, mon numéro de chambre et avec qui j'étais. Je savais que j'étais cuite. Je le savais. C'était comme un film. Comme un film. Mais dans les films, on se sert de comédiens. Pas des adolescents. J'étais une adolescente, une enfant. À ce moment-là, j'en pouvais plus. Je pleurais, je tremblais. Je pouvais pas croire que ma vie était finie. Je pleurais tellement que l'infirmière a dit « Elle est en état de choc. On va s'occuper d'elle et on va vous aviser quand elle pourra quitter l'hôpital. » Je lui ai fait confiance et je l'ai suivie, croyant que j'allais passer un jour ou 2 à l'hôpital, le temps de me calmer. Mais je me suis retrouvée à l'hôpital Saint-Joseph, en psychiatrie. On m'a dit que je devais consulter un psychologue régulièrement et qu'ensuite on déterminerait la suite des choses. J'ai donc consulté un psychologue 1 fois par mois. On m'a demandé si j'accepterais de suivre une thérapie. J'ai voulu savoir s'il s'agissait d'un traitement par électrochoc. On m'a répondu, nous ne sommes pas là pour discuter de traitement. Acceptes-tu de suivre une thérapie? J'ai répondu que je n'étais pas malade. Schizophrénie, trouble de la personnalité, trouble de la personnalité limite, retard de développement. On m'a administré une injection et je me souviens à peine des 2 mois et demi qui ont suivi.
J'ai fait 2 séjours en psychiatrie. Un d'une 30aine de jours, puis un second de 84 ou 85 jours. Ils m'ont donné 5 traitements par électrochoc, puis 5 autres. 5 traitements ont été consignés dans mon dossier médical et les autres n'y figurent pas. J'étais donc en psychiatrie à l'hôpital pendant plusieurs jours. Puis mon confrère est arrivé un jour en mars et il m'a dit « Ils veulent te donner ton congé aujourd'hui. » Et je suis venu te chercher. J'ai dit « Sors-moi d'ici. » J'ai dû remettre mon uniforme parce que j'avais pas d'autres vêtements. J'ai signé les documents et je suis parti. J'ai conservé la lettre indiquant qu'on avait posé un diagnostic d'homosexualité, qu'on ne recommandait aucun traitement ou thérapie. Ma libération en vertu de l'OAFC 1920 avait été confirmée. En 1989, j'ai reçu une libération honorable des forces armées avec la mention « C'est tellement odieux » avec la mention « Ne peut être employé avantageusement en raison de son homosexualité ». Comme la salle des rapports était occupée, on m'a demandé de dactylographier mes propres documents de libération. Pendant qu'on enquêtait sur moi, j'étais sur le point d'être promu. On m'a convoqué au bureau du sergent. Tous les dossiers de promotion étaient empilés sur son bureau. Le mien était sur le dessus de la pile. Il m'a dit « T'as obtenu une promotion. Félicitations. » Mais il a pris le document et l'a déchiré en me disant « T'auras pas besoin de ça là où tu t'en vas. » Quand on est arrivé au quartier général, tous les documents avaient été préparés. J'avais juste à les signer ici, ici, ici. Mais on m'a fait défiler d'un bureau à l'autre pour m'exhiber, parce que tout le monde savait que j'avais été libéré en vertu de l'OAFC 1920. Je me suis senti humilié. Ensuite, on m'a fait parader devant tout le monde. J'ai dû ensuite m'arrêter au poste de police militaire pour remettre mon insigne. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai remis mon insigne à l'adjudant. Je lui ai remis. Je suis sortie. La barrière s'est levée et j'étais redevenue une civile. Ce moment-là de ma vie, j'ai oublié plein de choses, mais c'est celui dont j'ai le plus de difficultés à me souvenir. Parce que ça m'a tellement déboussolée. J'avais l'impression que ma vie s'écroulait. J'ai perdu le contrôle de tout. Ma santé mentale a pris un coup dur et mon estime de moi s'est effondrée. Je savais qu'il y avait des viols et des agressions sexuelles. Mais les militaires ne tenaient pas compte de ces délits parce qu'ils étaient tellement occupés à démasquer des homosexuels. Selon eux, c'était un comportement acceptable pour des hommes. Je suis allée prendre un verre avec des amis avant mon départ des forces. Un jeune caporal a mis de la drogue dans mon verre. Et on est partis ensemble. Mes amis ont essayé de me retenir, mais je me souviens de rien. Il m'a violée. Je me suis réveillée le lendemain dans son appartement. Je comprenais pas ce que je faisais là. Il m'a expliqué qu'il m'avait violée pour que je sache ce que c'était d'être avec un homme.
Ah bon? Je suis sortie en courant. J'essayais de comprendre. Se faire violer, c'est ça être avec un homme? C'est difficile pour moi d'en parler. Un des... contre-coups, je ne sais pas comment le dire correctement. Les gens savaient que j'attendais d'être citée en cour martiale parce que je faisais partie d'un groupe de lesbiennes. Un soir, j'ai été violée par 3 soldats. Ils m'ont dit que c'était parce que je ne savais pas ce que c'était de sentir un gros pénis. À ce jour, je ne connais toujours pas l'identité de ces hommes parce qu'ils m'avaient bandé les yeux. C'était un scénario tiré d'une histoire d'horreur. J'ai du mal à croire que des gens supposément sains d'esprit feraient ça à une enfant. C'est insensé. Ça a détruit toute ma vie. Pour moi, les forces armées étaient ma vie. Et j'en faisais plus partie. On m'avait exclue. Alors, je pouvais plus faire confiance à personne. J'avais tellement honte. J'avais l'impression d'avoir déçu ma famille. Je me demandais ce que j'allais devenir. On m'a renvoyé 2 jours après mon anniversaire, en décembre, juste avant Noël. Je suis arrivée à Montréal et je savais pas quoi faire. Je voulais même pas venir vivre ici. Je voulais pas voir ma famille ni mes amis. Je voulais pas en parler. Je voulais tout oublier. Alors, je me suis réfugiée dans la drogue et l'alcool pour anéantir le souvenir et pas avoir à en parler. J'ai cessé de consommer des pilules. Je me suis sevrée sans l'aide de personne. J'ai cessé de consommer toute seule dans mon appartement. Je devais 2 mois de loyer. J'avais des comptes à payer, mais j'arrivais pas à m'en sortir. Je me suis assise et j'ai pleuré pendant environ 1 semaine. Quand ils nous ont démis de nos fonctions, ils nous ont dit « Ne postulez pas un emploi qui exige une attestation de sécurité. » Je me souviens du premier emploi que j'ai trouvé. C'était au café Le Funambule, sur la rue Saint-Denis. Je préparais le jus d'orange, des assiettes de fromage et je lavais la vaisselle. Je me disais, comment on peut aller d'un poste haut gradé à ce genre d'emploi juste parce qu'on aime quelqu'un? Pourquoi nous punir pour ça? Même dans leur rapport, ils ne pouvaient pas conclure avec certitude que j'étais lesbienne. Ils n'étaient pas certains, mais ils n'ont pris aucun risque. C'est n'importe quoi. Le rapport précise, nous n'avons aucune preuve de sa préférence sexuelle, sauf son propre aveu. Je n'ai jamais avoué, je n'étais pas idiote, jeune, mais pas stupide. Il est écrit ensuite, nous ne pouvons pas confirmer de façon définitive son identité sexuelle. Il n'avait pas la moindre idée si j'étais lesbienne ou non. Il n'y a rien dans le rapport qui indique que je n'étais pas en bonne forme physique. Mais la conclusion du rapport spécifie que je n'étais pas fonctionnelle. C'est vraiment tordu. C'est mon évaluation de rendement. En gros, on décrit mes tâches et on ajoute une appréciation de mon travail. Par exemple, faire fonctionner des machines de bureau très bien, effectuer des opérations d'entrepôt très bien, traiter du matériel très bien,
effectuer des tâches de bureau, excellent. Et j'en passe. Ce document a été signé le 1er mars 1980 et en septembre 1980, j'ai été libérée. J'ai du mal à comprendre le raisonnement. Tu fais du bon travail, mais on ne veut pas t'avoir dans nos rangs. Ça a laissé des marques au plus profond de moi-même. Ce serait tellement plus facile si j'étais hétéro. J'aurais pas à composer avec tout ça. J'ai vraiment essayé d'être en couple avec des hommes parce que je voulais me conformer. Je voulais me conformer aux normes de la société. J'ai toujours pensé que les forces avaient détruit ma vie. J'ai senti que le fait d'être gay avait également détruit ma vie. C'était irréaliste. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'était arrivé. J'ai décidé de me défendre et de déposer un grief en pensant que quelqu'un se rendrait compte du ridicule de la situation. Il ne faut pas expulser de bons soldats. Pendant des années, j'ai porté ma cause à tous les niveaux possibles. Puis, j'ai tout abandonné, car je devais aller gagner ma vie. J'étais comme un robot. Je ressentais plus rien. Plus rien. J'avais l'impression de plus exister. J'étais une bonne soldate. Je me suis donnée à fond. J'aurais donné ma vie. Sans hésitation. 110%. C'est comme ça qu'on nous avait entraînés. Vous ne donnez pas 50% de vous-même. Nous voulons tout. Et ils ont tout pris. Mais au bout du compte, ils m'ont rejeté. Vous savez, nous étions des gens bien. En plus d'être de bons militaires, nous étions de bonnes et honnêtes personnes qui ne méritaient pas ce qu'on nous a fait vivre. J'étais un excellent soldat. Je suis devenu un sans-abri. J'avais pas d'argent. Je pouvais pas revenir en Ontario. J'ai appris que ma famille ne m'accepterait que si j'épousais mon ex-petite amie. Je l'ai donc épousée et on a eu une famille. Ça n'a duré qu'un certain temps. Ça a été. Mais je suis gay. Je suis pas hétéro. J'ai vécu dans la honte pendant 38 ans. J'ai encore honte. On m'a dit que je représentais un risque à la sécurité. Une menace pour le pays. J'avais l'impression de trahir mon pays. Lentement, j'ai appris à vivre avec la situation. Ma famille ne comprenait pas pourquoi j'étais plus dans les forces. J'avais pas le courage de leur dire. Toute ma vie, je leur avais dit que je voulais être dans l'armée. Je leur ai dit simplement que j'avais décidé de changer de carrière. J'ai joué le jeu, j'ai accroché un sourire à mon visage et j'ai continué à vivre. On m'a volé ma vie. Ce que j'étais, ce que je suis devenue. J'aurais dû être la première femme adjudant-chef de la police militaire. C'était mon objectif.
Je m'en suis jamais remise. On éprouve tous une certaine douleur. Certaines personnes ont été interrogées une seule fois, ont avoué sur le champ leur homosexualité et ont été démises de leurs fonctions. Dans mon cas, je me suis battue pendant 4 ans. Ils voulaient notre peau. Nous étions ciblés. Rien de moins. J'ai tenté d'avoir accès à mon dossier. Je voulais les rapports de l'unité des enquêtes spéciales. La Défense nationale a mis des mois à me répondre, qu'ils ne trouvaient pas les rapports. Je leur disais non. J'avais travaillé dans la gestion des dossiers et c'était impossible que les dossiers disparaissent. Je crois que la GRC et la Défense nationale n'ont pas fait preuve de transparence irréprochable. Les membres du personnel du ministère de la Justice avec qui nous traitons sont des gens honorables et ils négocient avec nous de bonne foi. Mais j'ai de bonnes raisons de croire qu'ils n'obtiennent pas la coopération voulue de la part de la GRC et de la Défense nationale. Ils ont tous ces dossiers. Les forces armées ne détruisent jamais les dossiers. Jamais. Des milliers de personnes ont fait l'objet d'enquêtes. La GRC présentait un rapport annuel. Dans le dernier que nous avons vu, 9000 personnes faisaient l'objet d'une enquête. Ils menaient une guerre contre nous. Nous devrions être dédommagés pour ce que nous avons eu à subir. J'ai interviewé plusieurs de ces agents de la GRC. Et le plus étrange, c'est qu'aucun d'entre eux n'avait vu un cas où un homosexuel avait été victime de chantage. Même les agents de la GRC ont déploré ce qui s'était passé, parce que c'était scandaleux. It's very clear that our government is committing to acknowledging and recognizing our legislation, programs, and policies that contributed to injustices and discriminations against LGBTQ Canadians, and that our government will apologize before the end of 2017. Je veux pas d'excuses. J'en veux pas. Ma blessure est trop profonde. Parmi mes sœurs et mes frères d'armes, il y en a beaucoup qui se sont suicidés. Ça les a plongés dans l'alcool et dans la drogue. Des excuses? Non, c'est tout simplement inutile. Pour moi, des excuses ne changeront rien à ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Ils étaient au courant et personne n'est intervenu. Ils ont fermé les yeux. Ça n'a pas été fait en catimini, sans que les hauts gradés sachent ce qui se passait. À quoi bon des excuses? J'ai entendu tellement d'excuses dans ma vie et ça n'a rien changé. Je pense que nous méritons tous que notre douleur soit reconnue. Nous méritons tous de nous exprimer et de faire entendre nos voix. Les gens doivent savoir ce que nous avons vécu. N'importe qui d'entre nous peut faire partie d'une minorité à n'importe quel moment, selon les circonstances politiques. Il est dans l'intérêt de tous de reconnaître les injustices du passé, de les accepter et de réparer les torts causés, afin qu'on puisse constater aujourd'hui ce que nous avons été dans le passé, ce que nous sommes encore et ce que nous pourrions devenir. Il est dans l'intérêt égoïste de tous de reconnaître les persécutions et les poursuites contre les minorités dans le passé, parce que vous pourriez un jour faire partie d'une minorité.
Nous avons causé ces torts en tant que pays. Nous avons la responsabilité d'y remédier. Je crois que la plupart des Canadiens sont des gens justes, mais ils doivent comprendre que ça s'est vraiment passé dans notre pays. Non pas aux États-Unis, non pas au Royaume-Uni, non pas à l'État islamique en Irak et en Syrie ou une autre entité horrible. Le gouvernement du Canada, la GRC et les forces armées canadiennes ont poursuivi cette politique visant à cibler les gays et les lesbiennes en enquêtant sur eux, en les interrogeant et en les étiquetant de personnes souffrant d'une faiblesse de caractère, puis les a jetées à la rue après qu'elles se soient portées volontaires pour aider notre pays. C'est un épisode honteux de notre histoire. Tout ce que je veux, c'est qu'ils admettent leur tort et qu'ils s'excusent. Ils peuvent dire que c'était la philosophie de l'époque, ou bien que la situation était semblable à l'extérieur des forces, ou invoquer n'importe quel autre motif. Je veux simplement qu'on nous dise « Oui, nous l'avons fait, nous le reconnaissons et nous nous en excusons. » Et peut-être que je pourrais enfin arrêter de pleurer. It is with shame and sorrow and deep regret for the things we have done that I stand here today and say, we were wrong, we apologize, I am sorry, we are sorry. Well, the human response is wow. This felt great. For me, it was long time waiting for it. It's been a very long journey, and I'm very happy that we are all here today. To get this apology is not going to change what happened, but it will change my perception of who did it and how it happened, and it will change my perception of life and of my country. Cette histoire a détruit une partie de notre âme. Ça a brisé la personne que nous étions censés être, celle que nous étions censés devenir. Ça laissera toujours des cicatrices. Ces victimes voulaient juste être de bonnes personnes, des gens honnêtes, rien de plus. En parlant à d'autres qui, comme moi, ont été libérés, ils étaient parmi les meilleurs. Je faisais partie des meilleurs. Et ça n'aurait pas dû arriver. Il est temps que les gens sachent ce qui s'est passé. Par exemple, ma famille ne sait pas tout ce que j'ai vécu. D'autres personnes doivent également le savoir. Ça n'a pas toujours été agréable. Le Canada nous a fait du tort, a maltraité ses soldats, et les gens devraient le savoir. C'est un moment de notre histoire qui ne doit pas passer sous silence. Nous avons tous fait des choses dans la vie que nous avons regrettées. Mais quand ça se fait à plus grande échelle, c'est là que la situation peut déraper. Je crois que c'est ce qui s'est passé, surtout dans le cas de la Throat Machine. Personne n'ose maintenant s'en approprier la responsabilité. La première fois qu'il en a été question publiquement, c'était dans mon livre Men in the Shadows.
Quand j'ai fait des entrevues à ce sujet, les gens préféraient ne pas en parler. Ils avaient rangé cette histoire dans un coin reculé de leur mémoire et préféraient ne pas avouer qu'ils avaient été impliqués dans une telle affaire. La leçon à tirer de cet épisode de notre histoire est qu'on doit toujours faire preuve de vigilance. C'est comme toute autre chose. C'est parce qu'on lutte pour nos droits que les choses changent. Si on n'en parlait pas, personne s'y intéresserait. Les homosexuels dans les forces aujourd'hui devraient être heureux. Je suis heureuse pour eux, parce que j'aimerais bien être à leur place, être heureuse. Soyez qui vous êtes et soyez heureux et pensez aux gens qui, dans le passé, l'ont pas eu si facile. Mais si ça a aidé à changer les choses, c'est une bonne affaire. J'ai 59 ans et je retournerai dans les forces. Maintenant, je suis trop âgée. Ils veulent plus de moi. J'étais dans les forces pour défendre mon pays. Si on me demandait aujourd'hui de m'enrôler et d'aller au combat, aussi fou que ça puisse sembler, j'irais. Si je pouvais retourner dans l'armée après tout ce qui s'est passé, est-ce que je le ferais? Absolument. Sans même y réfléchir. Avec tout ce que je sais maintenant et avec mon expérience, j'accepterais. Ça me manque encore, ça me manquera toujours. Si je pouvais recommencer, je le ferais. J'ai aucun regret. Rien. Quelqu'un m'a demandé, « Tu vieillis? As-tu peur de mourir? » J'ai répondu, « Non, j'ai pas peur de mourir. Je suis triste que ça se soit passé ainsi. » C'est ça. L'avenir changera les choses. De meilleurs jours sont à nos portes. Donc, voici les premières questions que le gouvernement a formulées pour tenter de déterminer si quelqu'un était homosexuel. Ils avaient une drôle de façon de voir les choses. Parce que je regarde ça et ça me caractérise pas du tout. Les gays préfèrent les histoires d'aventure aux histoires romantiques. Je pense pas, non? Ça, c'est très étrange. L'idée d'être dans un accident de voiture me fait peur. Ça indiquerait que je suis gay? Ah oui? J'ai toujours essayé d'avoir de bonnes notes à l'école. Donc, si quelqu'un disait ça, on pouvait soupçonner qu'il était homosexuel. J'ai tendance à prendre les choses au sérieux.
Je ne sais pas, mais la personne qui a formulé ces questions était peut-être quelqu'un qui cachait son homosexualité, qui voulait pas que les autres le sachent.